Et tout de suite, la deuxième partie de mon entretien avec Barbara Hersan. Alors on parlait des jeunes, j'y reviens encore, mais j'ai entendu récemment une jeune femme de 34 ans se faire lifter. J'ai entendu, ou je sais qu'il y a des influenceuses qui retournent se faire injecter de l'acide hyaluronique au lieu d'attendre tous les ans, qui vont tous les 3 ou tous les 4 mois. Est-ce qu'il y a une question d'éthique là encore, c'est chaque chirurgien qui se débrouille avec ça. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu un débordement de la part de certains Ah oui, il y a une question d'éthique, et puis encore une fois, il faut rester, on est des médecins avant tout. Donc un lifting à 34 ans, c'est pas la norme, un lifting cervico-facial à 34 ans. Par contre, si c'est une patiente qui a été dans la grande obésité depuis l'âge de 13 ans, qui a fait un bypass ou une sleeve gastrique, c'est-à-dire une chirurgie pour maigrir avec un amaigrissement de 60 voire 100 kg très rapidement, il est possible qu'elle ait effectivement des séquelles faciales de cette perte de poids, et il peut arriver dans certains cas exceptionnels, on puisse accéder à ces demandes-là, mais encore une fois, il faut qu'il y ait un intérêt. Alors, on parlait aussi des injections d'acide hyaluronique. On sait que quand on injecte ce produit qui est résorbable, heureusement, ça crée quand même une fibrose. Est-ce que ça vous gêne quand vous opérez chez quelqu'un qui aurait eu des injections depuis très longtemps ? Alors, à force, effectivement, d'être injecté, puis il faut savoir que les produits d'avant n'étaient de pas très bonne qualité non plus. Parce que les produits d'aujourd'hui sont de plus en plus inducteurs tissulaires, c'est-à-dire qu'ils ne laissent pas forcément une fibrose, mais ils régénèrent la matrice extracellulaire, c'est-à-dire le milieu dans lequel baignent les cellules. Donc on a même des produits, des acides hyaluroniques maintenant assez innovants qui non seulement, au bout d'un moment se résorbent, font du volume, mais aussi vont traiter la qualité de la peau. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Mais il est vrai qu'à force de faire des injections, il y a des petites cicatrices internes forcément, et que c'est un petit peu plus difficile pour nous d'opérer dans ce contexte. Ça, c'est sûr. Mais moins que les inducteurs tissulaires, ça c'est plus compliqué quand on fait ça. Oui, tout à fait. Après. Oui, tout à fait. Et les fils, parce que c'est un peu la mode, c'est redevenu la mode. Oui, parce que y a différents types de fils. C'est quand même une procédure qui reste conservatrice, parce qu'il y a de plus en plus de patients qui veulent un effet lift ou rafraîchissant, mais qui ne veulent pas non plus de la chirurgie. Oui. Donc ça peut pour certains être un compromis. Il faut savoir que les fils, idéalement, il faut plutôt des fils résorbables, attendre la résorption et faire une chirurgie. Après, parfois, nous, on opère des patients qui ont des fils non résorbables. C'est parfois périlleux pendant les blocs opératoires, et parfois, on ne peut pas les retirer. Oui. Parce que les fils, c'est quand même mis à l'aveugle, même si on doit connaître plus ou moins l'anatomie. On retrouve parfois, nous, des fils qui sont dans la parotide, qui sont au contact du nerf facial. Là, il ne faut pas y toucher parce que ça peut être dangereux. On peut avoir une asymétrie faciale par la suite. Donc, oui, effectivement, c'est un petit peu plus embêtant pour la chirurgie. Je trouve ça fou qu'on soit revenu à des choses non résorbables. Parce qu'on sait quand même, on a vu les dégâts au niveau des produits injectables quand il y avait des produits permanents. On sait que quelque chose de permanent, c'est pas forcément ni logique au niveau du vieillissement, puisque si il y a quelque chose de permanent dans le visage qui évolue avec le vieillissement, est-ce que c'est logique ? Ça ne me paraît pas l'être. Mais après, c'est que les risques sont quand même augmentés. C'est étonnant qu'on revienne à ça. Alors c'est pour des patients en général qui sont assez sûrs d'eux, qui ne veulent pas du tout de chirurgie, mais qui veulent un effet tenseur un peu plus long qu'avec les fils résorbables. Après, il faut être honnête, avec les fils non résorbables, l'effet il est de 5 ans. Oui, il n'est pas permanent. Après, il faut bien sélectionner les patients, ça c'est très important. Il faut que ce soit des patients avec des peaux épaisses, parce que sinon malheureusement on peut voir les fils à travers la peau. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut choisir des patients qui n'aient pas du tout de maladie auto-immune, c'est-à-dire qui ne créent pas d'anticorps, qui ne vont pas attaquer en fait les fils. Puis des patients qui ne fument pas, parce que alors là, vous pouvez faire plein de petits granulomes le long des crans des fils et ça peut être un cauchemar. Alors le diplôme de médecin spécialiste en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique vous permet d'intervenir finalement sur toutes les parties du visage et du corps.
Est-ce que cette polyvalence est un frein? Parce qu'on n'aime pas forcément opérer toutes les parties du corps et finalement on se spécialise. Vous êtes spécialisée, vous, en tant que chirurgienne? Oui, tout à fait. Alors, c'est normal au départ d'aborder un petit peu tous les domaines de la chirurgie plastique. C'est vrai que c'est une chirurgie qui est extrêmement variée, hein. On peut faire de la greffe capillaire, comme la chirurgie du visage, comme la chirurgie génitale, des seins. Certains ne font que la chirurgie des extrémités, voire la chirurgie de la main. Beaucoup de plasticiens ne font que de la chirurgie de la main. Et puis, souvent d'ailleurs, quand on se spécialise dans une partie du corps, on fait et l'esthétique et la reconstruction d'ailleurs de cette zone. Certains font que les oreilles par exemple. Donc ils font les reconstructions d'oreilles et l'esthétique des oreilles. Voilà. Donc ça c'est le choix de chacun et ce qui compte le plus c'est de se former et d'être compétent. Après c'est quand même un diplôme qui est difficile à obtenir et puis le nombre d'années est assez important avant d'avoir l'autorisation d'exercer. Vous avez au départ 6 ans de médecine. Puis après, vous avez 5 ans de formation en tant qu'interne. Puis vous avez obligatoirement 2 ans en pratique dans un établissement encadré par des seniors dans des centres hospitalo-universitaires. Donc ça fait quand même 7 ans après avoir passé le concours de l'internat. Donc c'est beaucoup. Et beaucoup font des années supplémentaires, voire des fellowships à l'étranger. Donc voilà. Puis on progresse toute sa vie, hein. Les plasticiens, on va régulièrement au congrès. Moi, je vois des praticiens qui ont 60 ans, qui font encore des workshops, qui apprennent des choses. On apprend tout le temps. Bien sûr. Mais du coup, quand on n'aime pas trop faire certaines opérations, on délègue. Si on ne les fait pas souvent ou si c'est pas ce qu'on préfère faire ou ce qu'on sait le mieux faire. Mais ce qu'on fait tous en général, c'est qu'on se crée plus ou moins un réseau. Et par exemple, moi, il y a des opérations que j'ai pas forcément envie de faire. Donc d'ailleurs, souvent, votre secrétaire filtre avant même, parce que les patients, les pauvres, vont pas prendre rendez-vous en consultation. On va d'emblée les orienter vers quelqu'un d'autre. Souvent, il y a des praticiens qui sont en cabinet de groupe. Donc il y en a un qui s'occupe plus de la poitrine, l'autre du visage, ça va dépendre. Alors, est-ce qu'il y a une technique qui vous impressionne le plus, qui vous bluffe? Oui, il y a beaucoup de techniques qui me bluffent. Là, moi, j'aime beaucoup actuellement dans la chirurgie de rajeunissement du visage les liftings plutôt profonds, donc ce qu'on appelle les liftings dual plane. Alors, ça existait il y a longtemps, c'est tombé dans l'oubli et c'est revenu il y a quelques années. Et c'est vrai que ça vous fait des visages et surtout des coups et des ovales qui sont absolument parfaits. Et ça, c'est spectaculaire. Donc plutôt le lifting dual plane. Et puis après, maintenant, il y a toute la chirurgie du corps qui est absolument impressionnante, la chirurgie de la silhouette, avec tous ces nouveaux outils, comme les liposuctions assistées par le vaseur, par exemple, moi que j'utilise 3 fois par semaine au bloc opératoire, ou les technologies de plasma sous-cutané. On va vraiment travailler tout un corps, en fait, en faisant pas que de la liposuction classique. Et ça c'est spectaculaire. Enlever de la graisse, mais ne pas la jeter, la remettre à d'autres endroits pour retravailler l'harmonie du corps et puis travailler la qualité des tissus avec tous ces nouveaux outils. Oui, c'est spectaculaire. Et les lasers qui améliorent la cicatrisation. Tout à fait. Et alors, vous évoquiez que la chirurgie de restauration, voire de rajeunissement de l'appareil génital chez la femme, les interventions ont augmenté. Enfin, c'est une chirurgie qui s'est développée de manière assez récente, non? Enfin, ça fait 5-6 ans oui, que alors, ça a vraiment tout à imposé. Fait. Est-ce que là, on ne se dirige pas vers de nouvelles injonctions? Le sexe était un peu tranquille au niveau des critères de beauté, et là, tout à coup, est-ce que cette partie du corps va, elle aussi, être soumise à des canons de beauté? Alors, c'est pas faux, c'est vrai qu'il y a une augmentation très importante. D'ailleurs, la SAPS, c'est la Société mondiale de chirurgie plastique, a montré qu'il y avait même une croissance à 2 chiffres annuels sur ces interventions-là. Alors, c'est lié aussi au fait de l'émancipation de la femme, que la femme, maintenant, elle regarde ses parties génitales, elle s'épile, elle regarde avec un miroir. Alors qu'avant, il y a beaucoup de femmes qui ne savaient même pas où était situé le clitoris, où était le méa urinaire.
c'était délicat. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes femmes, elles sont plutôt décomplexées et elles s'observent. Et forcément, quand on s'observe, qu'est-ce qui se passe? On trouve des irrégularités, des asymétries, et puis on se crée des complexes. Effectivement, vous avez raison de dire qu'il y a ces demandes qui augmentent. Après, c'est à nous d'expliquer. D'ailleurs, il y a un tableau anglais qui montre d'un artiste qui avait fait des moules de centaines de vulves, Oui. et qui montre qu'en fait, il n'y a pas une vulve parfaite, il n'y a pas un canon de beauté, c'est juste il y a différentes vulves. Et après, oui, quand il y a un lien avec des problèmes de fonction, là, c'est là où ça vaut le coup de traiter les patientes. Mais oui, c'est à nous de rester raisonnable et de ne pas accéder à toutes les demandes. Et puis, il faut que les patientes elles soient sorties de la puberté, parce qu'il y a eu un problème en Angleterre où la Société royale de gynéco-obstétrique a demandé aux praticiens de diminuer franchement les nymphoplasties, donc c'est les chirurgies esthétiques des petites lèvres, parce qu'il y avait une demande très importante, et notamment de jeunes filles de moins de 14 ans. Donc il faut quand même attendre la fin de la puberté, que la patiente soit sûre d'elle. De toute façon, pour opérer, vous pouvez opérer les mineurs avec l'accord de leurs parents, c'est ça? Voilà, et c'est obligatoire, tout à fait. Parce que quand on fait une chirurgie mammaire, ça peut arriver d'avoir une perte de sensibilité des seins. Des aréoles. Et quand on opère le sexe, les lèvres, justement, est-ce qu'on ne peut pas avoir des soucis de sensibilité, ce qui est un peu gênant, parce que c'est quand même un organe important au niveau de... C'est pour ça qu'il faut faire vraiment des chirurgies assez fines et y passer du temps, oui. Justement, pour ne pas entraîner des problèmes nerveux. Et puis c'est une chirurgie qui... Normalement, à moins de tomber sur quelqu'un qui soit fou, on ne touche pas au clitoris et au vagin. Donc ça, c'est hors de question. Voilà. Par contre, il ne faut pas faire des chirurgies trop radicales, parce qu'on a vu des nymphoplasties malheureusement excessives où les cicatrices étaient quasiment à l'entrée du vagin. Et là, après, ça peut créer des douleurs pendant les rapports. Mais donc, oui, c'est vrai qu'il peut y avoir des débordements, et en même temps, ces chirurgies-là, elles accompagnent une émancipation. Avant le bikini, il n'y avait pas toute cette demande d'augmentation mammaire, de liposuction. Les femmes, elles étaient cachées avec plein de couches de robes, de corsets, etc. Et il y avait moins cette demande. Et à partir du moment où on les a mis en bikini sur les plages, c'est là où il y a eu l'explosion de cette discipline, de la chirurgie esthétique du corps, des prothèses et de la liposuction. Mais c'est intéressant que vous parliez d'émancipation, parce que il y a aussi un autre discours qui dit en fait, les demandes pour cette région intime, c'est aussi lié à l'imagerie du porno. Donc on est loin de l'émancipation quand on imagine que c'est plutôt des sexes qui ont une telle ou telle forme. Je suis d'accord avec vous, mais ça, c'est à nous d'éduquer les patientes. Oui. C'est clair, moi j'avais fait un cours exactement sur ce sujet, et du coup, moi qui ne regarde pas la pornographie du tout, j'ai regardé des images pour voir, et effectivement, toutes les patientes quasiment sont opérées ou maquillées. Et ça, il faut bien le dire aux patientes, parce qu'elles voient des vulves très jolies, toutes roses, le tour de la nuit, c'est parfaitement rose, mais ces actrices sont maquillées, il y a un temps de maquillage, aussi des parties génitales, oui. Parce qu'il ne faut pas que ce soit brun, il ne faut pas que ce soit comme ci, comme ça, et elles ont toutes, la plupart, des nymphoplasties, des augmentations des grandes lèvres, etc. Donc ça, c'est à nous de leur dire, Bon, je leur dis, vous voulez faire une carrière dans la pornographie? Peut-être. Donc ça, c'est vraiment à nous d'éduquer les patientes. Après, je pense que prendre aussi conscience de son corps, vouloir le maîtriser, moi je trouve que quand même, honnêtement, je crois que je n'ai jamais vu une patiente qui venait pour une chirurgie de la vulve, une chirurgie esthétique de la vulve, qui m'ait dit que c'est un homme qui lui avait fait une remarque. Au contraire, je crois que les messieurs, ils sont contents déjà de pouvoir avoir à faire une vulve. Déjà, ils sont assez satisfaits. C'est vraiment des complexes personnels. Après, ça peut aussi cacher des attouchements de l'enfance, des choses comme ça qu'il faut qu'on dépiste aussi. Parce que parfois, ça cache ça. Les opérations et l'exigence qu'on a par rapport à son propre corps, c'est souvent une histoire entre soi et soi, et ce que disent beaucoup de femmes, notamment parmi celles que j'ai interviewées, on est plus sévère avec soi-même souvent que peut-être son ou sa partenaire. Exactement. Après, souvent les conjoints accompagnent
tout en disant mais moi je t'aime comme ça, en fait ça me suffit. Mais s'il faut en passer par là pour que la personne se sente plus à l'aise et après soit plus à l'aise aussi dans son couple, plus épanouie, ben, on rend service à tout le monde. Alors on dit que la chirurgie esthétique est beaucoup plus sûre aujourd'hui qu'il y a quelques années. Pourtant la majorité des personnes quand même essaient d'éviter de s'en remettre au bistouri. Est-ce que vous pensez qu'un jour la médecine esthétique va carrément supplanter la chirurgie ou... Bah, écoutez, je ne pense pas. C'est marrant que vous me disiez ça parce que on en parlait récemment au Congrès international de chirurgie plastique et esthétique. Et ce qu'on voit apparaître, c'est une médecine esthétique qui est de plus en plus invasive. Ah, donc oui. On voit des médecins qui font des procédures de plus en plus à risque, avec des brûlures qui durent longtemps, avec des délais de cicatrisation qui sont très longs. Et paradoxalement, on voit des chirurgies qui deviennent de plus en plus mini-invasives. Donc moi, je ne crois pas que ce soit du tout la fin de la chirurgie. Les gens veulent des résultats, ça c'est sûr. Donc moi, je crois que ce n'est pas du tout la fin de la chirurgie, mais par contre, il y a beaucoup de progrès en chirurgie pour qu'il y ait moins d'effets secondaires. Et alors, qu'est-ce qui est le plus spectaculaire dans les progrès récemment en chirurgie ? Alors, c'est les techniques, comme on l'a dit, pour le rajeunissement facial, le dual plane notamment. Donc, c'est des chirurgies, on ne va quasiment pas décoller la peau, on va vraiment travailler tout en profondeur et repositionner les tissus. Par contre, c'est une chirurgie plus exigeante techniquement pour le chirurgien. Parce que il va voir devant lui tous les nerfs du visage. Donc, il faut être très délicat. Comme je le disais tout à l'heure également, tout ce qui est la chirurgie... du corps par des techniques lipo-assistées avec des outils qui vont utiliser la radiofréquence, le plasma, qui vont vraiment modeler le corps, faire ce qu'on appelle les lipos 3 dimensions. Ça va permettre parfois de retendre la peau sans cicatrice aussi, oui. Mais ça reste de la chirurgie. Ça, c'est assez spectaculaire. Alors le syndicat des chirurgiens plasticiens vient d'obtenir l'interdiction, alors je ne sais pas, il y a un arrêt qui est sorti en janvier dernier du micro-needling et de la cryolipolyse, je crois bien, en institut. C'était le rapport de l'HAS de l'année dernière, je crois. Vous avez vu, vous, des complications de micro-needling ou de cryolipolyse faites en institut de beauté ou par des non-médecins aussi, parce qu'on parle beaucoup aussi des actes un peu sauvages qui se font. Ah oui, là, il y a clairement une augmentation massive de l'exercice illégal de la médecine, malheureusement. Le micro-needling et la cryolipolyse peuvent paraître des procédures anodines, mais en fait, pas du tout. Ça doit être encadré médicalement parce que, je vous donne un exemple très simple que nous, on a pu voir en complications à l'hôpital, c'est qu'une cryolipolyse, vous allez mettre une ventouse sur le ventre, vous allez aspirer le bourrelet du ventre et le glacer, et le mettre à 0 degré, voire moins. Mais si votre patient il a une éventration, s'il a un trou dans sa paroi abdominale avec de l'intestin qui sort à travers, avec le vacuum de la ventouse, eh bien son intestin va être aspiré, du coup il va être glacé et c'est là que vous avez tout ce qui est hyperplasie paradoxale, des douleurs très importantes qui ont fait que des patients ont été amenés en urgence après une cryolipolyse. Donc voilà, il faut quand même... poser les indications, et ça il n'y a qu'un médecin qui peut analyser une paroi ou qui voit il y a une hernie ombilicale, on ne va pas faire de cryolipolyse du ventre, même si ça paraît un geste anodin, ou un micro-needling quand un patient vous dit je fais plus de 3 poussées d'herpès par an, vous ne faites pas un micro-needling parce que derrière il va y avoir une poussée herpétique, ça peut surinfecter, ça peut laisser des marques, donc non, il faut quand même connaître un petit peu les indications. Est-ce que ça a baissé les demandes de cryolipolyse du fait de justement ces phénomènes d'hyperplasie post-refroidissement Moi, j'ai l'impression qu'on a moins de demandes. Maintenant, il faut savoir que la demande sur l'amaigrissement, c'est la première demande en esthétique, de loin. Toujours. Cette demande d'amaigrissement, donc la cryolipolyse reste encore quelque chose de bien développé. Alors si la chirurgie réparatrice est plus facilement admise, on a l'impression que recourir à la chirurgie esthétique, ça reste tabou. Est-ce que c'est un sentiment que vous avez ? En France, un petit peu, oui, tout à fait, par rapport aux autres pays qui sont totalement décomplexés. Après, avec justement les réseaux sociaux, l'information qui diffuse vite entre les pays, on voit qu'en tout cas les plus jeunes générations sont de plus en plus décomplexées d'avoir recours à la chirurgie esthétique, mais c'est vrai qu'il reste surtout pour les
les générations, on va dire plus de 60 ans, ça reste un petit peu encore tabou en France. Oui, puis on ne le dit pas même. Alors les actrices, elles ne sont pas non plus obligées de le crier sur les toits, mais on a toujours l'impression justement qu'il y a un recours à certaines interventions, mais qui sont niées. Donc c'est là où on se dit il y a un tabou. Je ne m'explique pas pourquoi en France, par rapport aux autres pays, on a plus de mal à dire qu'on a eu recours à la chirurgie esthétique. C'est vraiment encore une l'exception française, ouais. J'ai envie de vous dire. En même temps, il y a une telle pression pour les femmes politiques ou pour les actrices. C'est terrible. Moi, je discutais avec certaines qui me disaient « Mais vous vous rendez pas compte, dans les films, alors que j'ai l'âge de l'acteur, je joue la grand-mère. Et je joue la mère de l'acteur à mon âge. Donc c'est très compliqué. Donc elles sont obligées, pour rester dans le coup, d'avoir recours à la chirurgie de rajeunissement. » C'est tout à fait leur droit, et même elles ont le droit de ne pas le dire. Je ne suis pas en train de dire qu'elles doivent faire une annonce publique à chaque fois. Mais ne pas le dire, c'est une chose, mais après, quand la question est posée, dire non, j'ai rien fait, est-ce que ça, justement, ça n'entretient pas le complexe chez les femmes de leur âge ? Je suis d'accord avec vous. Après, on voit maintenant, dans la plus jeune génération, des actrices, des influenceuses qui alors là sont totalement décomplexées, c'est le contraire. Alors là, du coup, ça incite énormément les patientes à faire ce type de chirurgie. Mais ce qu'on voit apparaître, c'est le phénomène des hommes maintenant, parce que de plus en plus d'hommes consultent pour la chirurgie et la médecine esthétique. Oui, parce que c'est longtemps resté autour de 15%. Enfin, là, vous constatez qu'il y en a plus ? Oui, énormément. Il y a un besoin de rester dans le coup, d'être à la hauteur. Donc c'est toujours les cheveux, la minceur, qui est très importante chez les hommes, et puis aussi la chirurgie génitale, notamment la pénoplastie. Là encore, pour répondre à des canons de beauté peut-être. Oui, se sentir plus à l'aise. Ouais. De toute façon, toute chirurgie, on y recourt pour se sentir en accord avec soi-même. C'est là où vous avez un rôle précieux, c'est que vous devez sentir si la personne va être vraiment mieux après. Parce que le danger, quand on suit une tendance et qu'on suit des influenceurs ou des influenceuses, c'est de se dire qu'on a besoin de quelque chose alors que ce n'est pas le cas profondément. Et c'est là où ça risque d'être déceptif. Exactement. Oui, ça peut être traumatique d'ailleurs. Oui. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'il y a des mutations aussi aujourd'hui dans la vie des Français. Aujourd'hui, il y a énormément de divorces, par exemple. Et le moment du divorce, c'est un moment où on perd un peu ses repères. Puis on se retrouve de nouveau dans le bassin. Est-ce que je vais pouvoir rencontrer quelqu'un ? Et c'est notamment chez les hommes, chez les femmes, mais beaucoup chez les hommes. Tout d'un coup, une perte de repères et se dire là, j'ai peut-être besoin d'une aide, d'un soutien pour me sentir plus à l'aise, pour rencontrer quelqu'un. Parce que quand vous avez été 20 ans avec la même personne, et puis après se dire j'ai peut-être le droit à une nouvelle vie et à rencontrer quelqu'un, et on a besoin parfois d'une aide. Et on voit ça aussi chez les seniors, des patients qui sont très âgés, qui sont veufs ou veuves et qui se disent tiens, par les applications de rencontres, se mettent à faire des rencontres, même à 80 ans voire plus, et se posent même la question de reprendre une sexualité alors que ça fait 10, 15, 20 ans qu'elle n'avait plus de sexualité, et qui l'envisage, et là qui demande de l'aide. On a eu des patients de plus de 90 ans, maintenant c'est... On peut se faire lifter à plus de 90 ans ? Écoutez, si on est en bon état général, oui. La peau est plus fine, on va essayer d'aller sur des chirurgies plutôt plus conservatrices, moins invasives, avec moins de décollement, ça c'est sûr. Puis il y a l'anesthésiste aussi qui décide s'il endort ou pas la patiente, mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus de patients qui sont en très bon état général, assez âgés. Alors pourquoi pas accéder à leur demande ? Alors la chirurgie réparatrice est souvent louée, et à juste titre. Pourtant, certaines opérations, notamment de reconstruction mammaire après cancer, sont une épreuve et laissent de très nombreuses cicatrices. Alors je vous dis ça parce que j'ai interviewé notamment une jeune femme qui avait eu une double mastectomie. Elle m'a parlé de bricolage en ce qui concernait sa reconstruction, mais il faut dire que ça a été vraiment éprouvant. Alors est-ce que c'est parce qu'on ne sait pas ce que représente la reconstruction mammaire et que du coup on attend une intervention aussi aisée qu'une intervention de chirurgie esthétique? Ça a l'air très compliqué. Oui, tout à fait. Là, la difficulté dans la reconstruction mammaire, c'est qu'il faut déjà faire le deuil de ses seins. On n'est pas là pour embellir des seins qu'on a déjà.
les remonter, les réduire, les grossir, améliorer le décolleté. Là, on doit faire le deuil et reconstruire. Et la reconstruction, ça ne sera jamais comme avant. Ça ne ressemblera jamais au sein qu'on a eu précédemment. Alors, il y a quand même des innovations parce que sur le plan... Alors, je fais moi de la reconstruction mammaire et je vois qu'au niveau des indications oncologiques, on est de moins en moins agressif aussi. Donc on a de plus en plus recours à des mastectomies partielles et pas totales. De plus en plus on peut garder l'étui de la peau avec l'aréole. Donc ça change quand même la donne pour les patientes. Et elles ont des reconstructions quand même de plus en plus naturelles parce qu'on est un peu dans une désescalade aussi chirurgicale. Parce qu'il y a de plus en plus de moyens mis en place sur le plan médical pour le cancer du sein. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour les patientes, je l'entends tout à fait. C'est sûr qu'une reconstruction par lambeau, c'est-à-dire aller prendre des tissus du corps ailleurs, c'est ce qui va donner le résultat le plus souple, le plus naturel par rapport à un implant, c'est clair, mais il faut accepter le fait qu'on va aller chercher le tissu ailleurs et du coup qu'il y aura une cicatrice supplémentaire. Donc tout ça doit être pesé bien sûr avant une chirurgie. C'est délicat. Puis en plus, il y a eu toute la période du cancer qui vous fragilise avec des dépressions. Nous, on a remarqué sur notre centre qu'il y avait à peu près, après une histoire de cancer du sein, on est sur des taux de divorce ou de séparation qui montent à 30-40% après ce type de chirurgie de mastectomie totale notamment. Donc, c'est une période où la femme, elle est vraiment fragilisée. Surtout cette jeune femme, Camélia, que j'ai interviewée, elle s'est rendue compte que peut-être elle aurait pu refuser la reconstruction, mais elle n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Donc, est-ce que vous avez l'impression, et ce serait normal, que les chirurgiens ont tendance à imaginer que la reconstruction mammaire, c'est ce qui peut arriver de mieux à une personne, une femme qui a perdu ses seins suite à un cancer? Et est-ce qu'on n'a pas tendance à pousser, parce qu'on imagine que ça va lui faciliter la vie après? Alors que j'ai entendu aussi parler d'un mouvement de reconstruction à plat où il y a un certain nombre de femmes qui disent non, moi je ne me ferai pas reconstruire, et donc qui restent avec leurs cicatrices. Quel est votre rôle vraiment? Est-ce que vous devez inciter à la reconstruction? Est-ce que vous devez être plus dans l'écoute? Parce que là, au moment de la reconstruction, on n'est plus dans l'urgence finalement. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses. C'est compliqué pour les chirurgiens. D'ailleurs, les consultations de reconstruction mammaire sont les consultations les plus longues. Parfois, elles vont jusqu'à presque 1 heure. C'était délicat parce que jusqu'à peu, on disait que quand on ne proposait pas la reconstruction, on n'était pas dans le progrès. D'ailleurs, on pointe du doigt certains pays où on dit qu'il n'y a que 3% de reconstruction mammaire après une mastectomie totale, c'est pas normal. Alors que dans tel pays, on est à 60%. Voilà, et nous, on était un peu entre les deux. Et donc, on a longtemps considéré que proposer aux femmes, et peu importe leurs origines, peu importe leur niveau social, proposer une reconstruction, c'était un progrès médical. Ensuite, il y a de plus en plus de cas où on se retrouve à proposer ce qu'on appelle les reconstructions mammaires immédiates. C'est-à-dire qu'on enlève les seins et on reconstruit tout de suite. Et ça, c'est lié au progrès médical. C'est-à-dire que maintenant, on va rechercher des mutations génétiques qui font qu'on se dit, ça y est, on a une épée de Damoclès sur la tête et qu'on a des seins à risque, donc des seins qui risquent de développer des cancers du sein. Et donc, c'est là où on va pouvoir faire une mastectomie et en même temps reconstruire. Et il y a des cas de plus en plus où on a des cancers du sein et on peut faire une reconstruction dans le même temps. Mais là, c'est sûr qu'on est dans l'urgence. Parce qu'on a 3 semaines, 1 mois pour opérer. Parce qu'il y a aussi le cancer qui est derrière. Dans le cas de la reconstruction mammaire secondaire, c'est-à-dire une fois qu'on a traité son cancer du sein, on va faire la reconstruction. On a quand même plus le temps d'y réfléchir. Et il y a un travail là formidable qui est fait par l'HAS, avec lequel j'ai participé, pour un outil d'aide à la décision partagée sur la reconstruction mammaire. Donc c'est un outil qui va prochainement sortir. Oui. Ça va être un outil pour aider et les chirurgiens et les patientes ensemble à faire une décision partagée. La patiente est actrice au même titre que le chirurgien et on va choisir ensemble le type de reconstruction qui va le plus satisfaire les patientes. Et puis c'est vrai que là il y a ce nouveau courant qui est très récent en France, qui est un courant un peu nord-américain, le buste à plat. C'est-à-dire être plus Amazone et dire moi je m'assume sans poitrine avec des cicatrices. C'est pas toutes les patientes, mais en tout cas les patientes qui le demandent, il faut qu'on accède à leur demande. Ça c'est clair. Ouais.
Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est un sujet complexe parce que ça vient après des mois de traitement. Bah, déjà aussi le coup de bambou de la maladie qui s'abat sur des toutes jeunes femmes. Enfin, les femmes qui ont le cancer du sein sont de plus en plus jeunes en plus. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à gérer. Après, ce qui peut être reproché parfois, c'est peut-être aussi, c'est vrai qu'on projette, on a l'impression qu'on va avoir sa poitrine d'avant. On sait que ça ne sera pas complètement sa poitrine d'avant, mais on sait peu que ça sera quand même des résultats qui, esthétiquement parlant, ne sont pas forcément non plus très harmonieux. Tout à fait, et c'est pour ça que ça vaut le coup aussi, quand on a la possibilité, quand on a le temps, quand c'est une reconstruction mammaire secondaire, peut-être de voir différents chirurgiens, parce que aussi tous les chirurgiens ne maîtrisent pas toutes les techniques potentielles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément de techniques de reconstruction mammaire, et par exemple quand vous allez voir un gynécologue, un gynécologue scénologue qui fait de la chirurgie du sein, voilà, ils ont appris à poser des prothèses mammaires, mais ils ne savent pas forcément faire certains types de lambeaux ou faire les injections de graisse, par exemple. Donc, il faut aller voir peut-être plusieurs chirurgiens. Alors, pour vous, c'est quoi une opération réussie? C'est une opération qui ne se voit pas ou... Oh, pour moi, une opération réussie, c'est quand on est deux à être satisfaits, le patient et le chirurgien. Et une opération ratée? Ah bah une opération ratée, c'est plus facile de parler d'opération ratée dans la chirurgie reconstructrice quand on a un échec de lambeau, par exemple un lambeau qui prend pas, là c'est clair, hein, c'est le jour et la nuit, ça n'a pas marché et on le dépose. Voilà, donc ça c'est très clair. Une chirurgie esthétique ratée, c'est délicat. Il n'y a pas beaucoup de chirurgiens qui vont vous dire qu'ils ont raté une chirurgie esthétique. Est-ce que c'est pas souvent parce qu'elle ne plaît pas aux patients, même si elle est techniquement réussie, parce que ça on le dit parfois, c'est ça qui est complexe aussi. Ah, c'est quand le patient n'est pas satisfait, mais ça c'est souvent on s'en veut un petit peu, c'est qu'on n'a souvent pas dépisté en amont une dysmorphophobie, une attente irréaliste. Parce que aussi pour les gens, pour le grand public, une chirurgie ratée, c'est un résultat qui se voit trop, un résultat excessif. Quand même en France, on est, comme on dit, dans la French touch. On n'est quand même pas trop dans l'excès non plus. On est quand même globalement, à part certaines exceptions, mais tous un peu dans le même état d'esprit. On représente quand même la France et l'élégance dans le monde entier. C'est la haute couture, mais même en chirurgie esthétique, on est un peu différent des autres et on essaye de pas trop être excessif. Pour moi, oui, une chirurgie ratée, c'est quand finalement le patient il a placé aussi trop d'espoir dans la chirurgie, c'est-à-dire que il y a des patients qui vous disent moi je croyais que j'allais garder mon mari, mais il est parti. Je me suis investie, c'était un effort pour garder mon conjoint et en fait il est parti. Ouais, là vous dites on a tout raté parce que. Alors dans l'idéal, comment un patient ou une patiente qui vient vous voir doit se préparer pour la consultation pour que ce soit le plus profitable pour vous et pour lui? Ça se prépare une consultation? Ça se prépare, il faut déjà savoir exactement le motif de consultation et quand il y en a plusieurs, moi j'aime bien qu'il y ait une hiérarchie et qu'il y ait 3 motifs, pas plus, parce qu'après on se perd, on peut passer la journée ensemble aussi. Parfois je dis à des patients, on peut vivre ensemble, vous pouvez venir vivre chez moi. Non, c'est rare, mais il y a des patients qui vraiment ont un espoir en vous qui est un peu illimité. Mais de connaître déjà le motif de consultation, s'il y en a plusieurs, de le hiérarchiser, ça c'est très important. D'être quand même très au clair sur ses antécédents, les prises médicamenteuses, ça on aime bien que les gens viennent avec des documents. Quand vous venez pour des problèmes de prothèses, on aime bien que les patients préparent un petit peu, viennent avec toutes les imageries d'avant, viennent avec, par exemple, ça c'est un petit peu casse-pied pour nous, quand ils n'ont pas eu la carte des implants qu'ils ont eu dans le passé, nous on a besoin de savoir, ça se trouve ce sont des prothèses à risque, on ne sait pas la taille, etc. Donc nous on ne peut pas non plus tout deviner. Donc ça c'est vrai que quand ce sont des reprises, en tout cas c'est pas mal de venir avec un petit dossier médical, ça aide bien le chirurgien. Et puis par exemple il y a beaucoup de patients qui sont dans des obésités sévères. La chirurgie esthétique et la chirurgie plastique n'est pas une chirurgie de l'obésité. Alors, il y a des cas où quand on a des IMC, des indices de masse corporelle inférieurs à 32, on peut quand même agir, donc c'est sur des obésités légères, on peut quand même, dans certains cas, accéder aux demandes.
Mais le mieux, c'est d'essayer de, quand on est dans une démarche en tout cas esthétique, de se mettre déjà en condition soi-même. Dire voilà, là je vais déjà perdre du poids en prévision de la consultation. Est-ce que vous demandez des photos ou est-ce que c'est logique de venir avec des photos de soi ou des photos de personnes qui pourraient nous inspirer? Il y a deux choses. D'une part, c'est qu'il y a la téléconsultation qui se développe énormément. Alors quand on est en consultation en chirurgie esthétique, c'est quand même très délicat. Nous, on aime bien voir les gens, on aime bien les palper les tissus, on a besoin de voir qui on a en face de nous. Donc quand ça n'est pas possible, puisque la téléconsultation s'est très développée après le Covid notamment, là on aime bien avoir des photos. On aime bien que les patients nous adressent des photos sous différents profils. Sinon, c'est vrai que de nous apporter des images d'autres personnes, moi je ne suis pas très fan en tout cas. Oui, c'est un peu dérangeant pour vous. Ça peut être un peu dérangeant. Après, je peux l'entendre chez les très jeunes filles pour la poitrine, de dire qui ne savent pas très bien ce que c'est qu'un bonnet B, un bonnet C, un bonnet D. Bon, quand elles viennent avec des photos pour dire ça j'aimerais bien, mais ça j'aime pas du tout par exemple, oui. Ça peut nous donner quand même une indication. Mais c'est vrai que ressembler à quelqu'un d'autre, ça n'est pas possible. Hein. Non, c'est sûr. Finalement, on fait comment pour mettre toutes les chances de son côté d'être satisfait quand on recourt à une chirurgie esthétique? Bien, c'est d'avoir d'une part mûri le projet. Il ne faut pas du tout que ce soit un coup de tête. Donc il faut vraiment respecter les délais de réflexion. Il faut, ce que ne font pas tous les patients, il faut bien lire toutes les feuilles d'information qu'on leur donne. C'est très important. Beaucoup ne le font pas et ne veulent pas le faire. Et les signes, mais il faut le faire, c'est très important. Et puis, c'est aussi se mettre dans les conditions optimales pour son post-opératoire. Merci beaucoup Barbara Hersan d'avoir partagé avec nous votre expertise. Chères auditrices et auditeurs, merci d'être de plus en plus nombreux à écouter ce podcast. N'oubliez pas de laisser un commentaire sur le compte Instagram, Injonction et Bistouri, de vous abonner et de partager le lien bien sûr. Vous pouvez aussi me contacter si vous désirez témoigner ou si vous voulez que j'aborde un sujet précis. Pour plus d'infos sur la chirurgie de la vulve ou l'augmentation des fesses, mon guide J'y vais pas vient de paraître au livre de poche. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.